Bon, j'ai un petit problème. Emeric m'a proposé un défi à la con, et évidemment, j'ai dit oui. Alors, en quoi il consiste ce défi? Eh bien, à écrire en 5 minutes un texte en improvisation totale, sans avoir réfléchi au sujet auparavant. Alors, pourquoi c'est un problème pour moi? Parce que je suis pas très bon en premier jet. Moi, j'aime bien écrire, réécrire, réécrire, penser à ce que j'ai réécrit, et repasser encore une couche pour finir par avoir un truc à peu près correct, à remanier complètement. Et voilà, il me faut vraiment un processus assez long pour obtenir quelque chose que je considère comme à peu près abouti. Donc évidemment, 5 minutes et pas une de plus, sans avoir de sujet auparavant pour produire un texte. Aïe aïe aïe. Alors Emeric, il est gentil, mais assez laxiste sur les consignes. Tout ce qu'il m'a dit, c'est ça. T'as 5 minutes, tu produis un texte, tu m'envoies le résultat. Moi, je rebondis dessus en 5 minutes, et puis on discute après de tout ce que ça donne. Seulement vous, je sais pas, mais moi, si on me dit ça, forcément, je vais y réfléchir avant au sujet de mon texte. Je vais déjà y penser, peut-être y rêver même. Et l'exercice, il sera pas correct. Quand je vais me mettre devant mon écran, j'aurai déjà un processus de réflexion qui sera entamé. Et donc ce que j'ai fait, j'ai décidé de faire appel au hasard et pour me retrouver le jour J, le moment donné, et c'est maintenant, devant mon écran blanc sans avoir aucune idée en tête sur ce que je vais écrire et sur la manière dont je vais l'écrire. Donc comme vous pouvez le voir, en face de moi j'ai ma bibliothèque personnelle si on peut dire, ou en tout cas j'ai les ouvrages qui m'intéressent le plus, que j'ai le plus aimé, pas forcément tous. J'ai aussi une partie de bouquins un petit peu professionnels là-dedans. Et l'idée, eh bien, ça va être de prendre un livre au hasard, de prendre non une travée au hasard, ensuite un livre au hasard, ensuite une page au hasard, et puis de regarder ce qu'il y a en haut et de rebondir là-dessus. J'ai donc fait appel à un lanceur de dés avec une valeur minimum de 1 et une valeur maximale de 17. C'est le nombre de travées que j'ai dans ma bibliothèque en face de moi. Attention, je fais le tirage. Et c'est un 16. Voilà, donc je partais de en haut à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et 16, c'est l'avant-dernière, c'est donc par ici. Alors je viens de compter, il y a 34 livres dans cette rangée. Il y a du Tolkien, Traki, Henri Troya, Van Vogt, de la science-fiction. Il y a un petit peu de tout là-dedans, c'est assez varié. Donc c'est parti, j'ai reconfiguré mon petit lanceur de dés en ligne, valeur minimale 1, valeur minimale 34, le nombre de livres, et c'est parti. Numéro 7. Alors, le numéro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, magnifique, la désobéissance civile de Taureau. Alors, je viens de regarder, les pages utiles, on va dire, de ce livre vont de 9 à 56. Après, c'est la biographie, avant, ce sont les crédits, etc. J'ai donc configuré mon petit lanceur de dés de 9 à 56. Et attention, c'est parti! 55. Eh bien voilà, les dés sont jetés. Il s'agit de ce livre, la désobéissance civile. Il s'agit de la page 55. Je vais regarder de quoi il s'agit et à quelle sauce je vais être mangé. Ainsi l'auteur de notre pamphlet prend-il la tangente, il échappe au précepte admis des sciences politiques, s'il évoque les arguments des fondateurs du droit américain, Webster au palais, c'est pour mieux les réfuter. Aussi bien a-t-il assuré ses arrières en proclamant que le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins. Or, n'y a-t-il pas, là encore, une contradiction dans les termes? Un gouvernement suppose une société constituée, celle-ci pose un État éloigné de l'état de nature, donc éloigné des droits naturels. Peut-on vouloir profiter tout à la fois des avantages que donne une société politique et des droits naturels? On se souvient de la formule d'Edmund Burke, spectateur indigné de la Révolution française. Le gouvernement n'existe pas en vertu des droits naturels. En d'autres termes, l'être civilisé, en s'agrégeant à une société, abdique le droit de faire valoir ses droits et lui en confie la défense. N'y a-t-il pas une incohérence à vouloir perpétuer le droit naturel dans l'État du Massachusetts ou dans l'Inde britannique? Nous avons donc les questions de État. Allez, c'est parti, démarrage du chronomètre. Et les 5 minutes sont déjà terminées, c'est absolument horrible. J'ai juste réussi à
écrire un petit texte. Je suis parti n'importe dans une direction à laquelle je ne m'attendais absolument pas. On va voir tout ça ensemble. Bon alors Emeric, je ne te remercie pas. Il y avait quand même assez peu de chances que je tire un essai de cet ordre dans ma bibliothèque. Je pense que c'est peut-être 5% des livres. Il y a quand même beaucoup de romans, quelques biographies. Bon, il y a quelques essais aussi, en l'occurrence c'en est un. La désobéissance civile, c'est un thème que je chéris. Toutefois, au pied levé, écrire un texte en 5 minutes là-dessus, waouh. Et quand j'ai tiré ce livre, je me suis dit que ben ouais, j'allais écrire, je sais pas, quelque chose sur les méga bassines, je sais plus comment elle s'appelle, la 57, les îlots de résistance, de désobéissance civile, en l'occurrence actuelle. Et puis, je viens de terminer le roman Les Fils de l'Homme. Et dans Les Fils de l'Homme, il y a l'île de Man qui a été transformée en île, vous savez, où l'on envoie tous les criminels, en fait. Et bien, ça m'a fait tilt, puisqu'on entend depuis quelques jours des hommes politiques, n'est-ce pas, qui évoquent le retour du bagne et le fait d'envoyer les personnes sous OQTF, par exemple, dans un lieu unique en Outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon en l'occurrence, pour parquer ces gens-là et les exclure de notre société. Et voilà, lorsque j'ai lu cette page 55, le début, désobéissance civile, le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins, on parlait de sécurité, de droit, d'état, de liberté politique, de sous-traité, et paf, je me suis dit, bah allez, partons sur un texte dystopique extrêmement court, évidemment, sur une prolongation de ces réflexions actuelles, et ça donne eh bien, ce que je vais vous lire dans quelques instants. L'idée tournait depuis plusieurs décennies dans certains courants politiques français comme un nuage flottant au-dessus des consciences. Exiler les indésirés, violents, apatrides, criminels, reclus, hors de contrôle. Rétablir la loi dure, faire revivre le bagne. Le mot n'était pas prononcé, mais l'idée était là. Un lieu sous contrôle pour parquer ceux qui étaient précisément hors de contrôle. Une sorte de société libre de droit, mais une société recluse, fermée, d'où l'on ne pourrait sortir. Parquer les marginaux, les laisser libres de s'ordonner, selon leurs propres lois. Le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins. Sa majesté des mouches, mais en vrai, grandeur nature, non pas avec des enfants, mais avec des adultes. Et pas les meilleurs des adultes, non. Ceux considérés comme la fange. Mais qui considère que telle personne mérite son exil vers ce nouveau bagne? Les erreurs de jugement ne sont-elles pas possibles? Que dire de Jean-Marc ou Isabelle, militants contre la marche forcée du monde, exilés aux côtés des criminels les plus endurcis? Pas de gouvernement, une organisation naturelle de la société, un paradis pour les esprits dérangés. Qu'en sortira-t-il? La liberté? Qu'est-ce que la liberté? Et bravo Mens pour avoir relevé ce défi. Je te confirme, c'est vraiment un défi à la con. Je vais en plus rajouter une contrainte, c'est-à-dire que je vais tirer avec un des 20 le livre que je vais choisir dans la bibliothèque, un autre des 20 pour la page, et ensuite, avec les différents thèmes de la page, je vais essayer de répondre à ce que tu as écrit. C'est encore plus con. Tu vois, à la base c'était con, mais là on s'enfonce un peu plus. Dis-moi, je m'enfonce encore un peu plus. Et c'est parti. Et c'est un 3. 1, 2, 3. Oh, petit livre. La Orla de Maupassant. Page 7. Fou, en tout cas aliéné par une paralysie générale, phase finale de la syphilis qu'il avait contractée probablement vers 1870. Il était tentant, à peine Maupassant interné, d'imputer l'inspiration de qui sait, de fini ou encore de magnétisme à un esprit malade. Ok, on va partir sur la maladie pour répondre à ce défi. C'est parti. Eh bien, on y va.
Oui, c'est complètement con. Allez, c'est parti. Ah, j'ai perdu de l'avance. Ah, c'est parti. Voilà, c'est fini, ça vient de sonner. C'est compliqué. Alors j'essaie de faire quelque chose qui soit à peu près dans ce qu'on s'était donné comme défi. Répondre, en plus je me suis rajouté cette contrainte qui est de répondre à ton texte à partir de ça. Et maintenant, je vais le lire au micro. On se retrouve face caméra. Malade. Vous êtes des malades à qui l'on vient servir des remèdes aux maux que l'on vous crée. Car finalement, obéir est dans votre nature. Cherchez des rois et des pères qui vous diront quoi faire, quoi penser, quoi consommer. Cela ne réduit-il pas votre anxiété? Vous devriez nous remercier 1000 fois, chaque matin, à l'aube, quand votre esprit est déjà occupé à ramener quelques deniers. Car vous dirigez demande stratégie et volonté. Certes, le pouvoir nous stimule et nous pousse à des fins gargantuesques, mais au-delà de cela, nous donnons du sens à vos vies, n'est-ce pas? Nous traçons vos cours de récréation, dans laquelle vous jouez à des jeux qu'on s'amuse à renouveler au fil de nos pensées. Guerre et paix, disait l'écrivain. Enfin, on vous aime là, entre ces deux interstices, arc-bouté entre l'espoir et la chute. Eh bien, nous voilà de retour après ce défi que Mans a amplement, j'allais dire, réussi dans une certaine mesure. Qu'est-ce que la réussite sur un défi de 5 minutes? Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais en tout cas, voilà, tu t'es jeté là-dedans. Et alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Mans? Pour la petite histoire, je t'ai connu sur une partie de jeu de rôle où tu étais maître de jeu. Et ensuite, j'ai découvert ta chaîne YouTube où ben, tu présentes tes parties de jeux de rôle que tu animes et également une part de sur ben, ton activité aussi également de critique littéraire entre guillemets. Je sais que voilà, on va mettre de gros guillemets là-dessus. En tout cas, ta passion pour la lecture et, euh, et l'envie de partager un petit peu ben, ce que tu en as ressenti au travers des divers romans que tu peux lire. Eh ben voilà, t'as tout fait, je n'ai plus rien à dire. Je suis effectivement un gros lecteur, plus ou moins selon les périodes, mais il y a des périodes où je lis vraiment beaucoup, et absolument de tout. Je peux lire de la SF, de la fantasy, comme des essais, des biographies, euh, des romans, que ce soit des polars, des thrillers etc. Ou même, pourquoi pas, ça m'arrive de lire des romances, ce genre de choses. Il n'y a que les romans historiques que je lis très très peu, les essais historiques également. J'ai toujours été un peu fâché avec ce genre. J'arrive pas à me plonger dedans et à m'y transposer. Pourquoi Euh, c'est est-ce que c'est parce que chaque historien va avoir une vision et qu'elles peuvent parfois être différentes selon ce que va écrire un historien et un autre et un autre. Parfois, ça se contredit même dans des lectures que j'ai pu faire. alors, c'est vrai, tu as tout à fait raison, mais c'est plus profond que ça. Je pense qu'il y a je devrais subir une psychanalyse, il doit y avoir un traumatisme lié au collège ou au lycée, voilà, et avec une prof qui a dû complètement me traumatiser par rapport à l'histoire. Enfin, je sais pas exactement, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec tous les récits historiques. Même si on parle d'émissions historiques, ce genre de choses, je vais pas, ça va pas m'intéresser, je vais pas arriver à me plonger dedans. Mais à part ça, je lis vraiment un petit peu de tout. J'écris un petit peu aussi, à ma petite mesure. J'ai toujours écrit depuis tout petit des bouts de romans, des nouvelles. J'ai publié
nouvelles dans des magazines sportifs notamment, ce qui est assez rigolo. Je suis sportif également, c'est quelque chose qui me passionne, le sport de masse, on va dire. Non pas de savoir ce qu'a fait le PSG la semaine dernière, ça je m'en cogne complètement, mais plutôt euh, de mettre en lumière, d'ailleurs, ça fait aussi partie de mon métier, de mettre en lumière des sportifs anonymes, des gens du milieu du peloton, des gens que personne ne connaît, qui travaillent comme n'importe qui et qui ont cette petite étincelle qui va les emmener sur des sentiers ou sur un vélo, ou sur des skis, etc., pour aller chercher un peu quelque chose au fond d'eux-mêmes. Ça m'intéresse vachement. Hmm. Et effectivement, je suis aussi rôliste depuis un peu avant l'adolescence, la fin de mon enfance, je dirais, avec une énorme pause de plus de 30 ans due à la vie, etc., enfin, tout ce qu'on imagine. Et j'ai repris il y a à peu près 2 ans et demi, avec grand bonheur. C'est quelque chose qui m'avait vraiment manqué, en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais j'adore ces échanges avec des inconnus la plupart du temps, parce que je joue beaucoup, et d'ailleurs uniquement en ligne, sur différents Discord, beaucoup avec des gens que je ne connais pas. Depuis, j'ai quelques tables qui sont plus régulières, mais j'apprécie particulièrement de rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles manières de jouer aussi. Ça te pousse un petit peu dans tes retranchements, ça te fait remettre certaines choses en question, puis ça te fait apprendre et évoluer sur ta pratique et sur toi-même. Et justement, par rapport au jeu de rôle, alors peut-être c'est plus explicite pour un joueur qui va avoir beaucoup d'improvisation dans son jeu. Pour rebondir un peu sur le défi qu'on a réalisé, qui demande une capacité d'improvisation également, parce qu'on se jette à l'eau, surtout que ben, là, tu as apporté, avec le thème, j'ai beaucoup aimé l'aspect ludique que tu as apporté d'ailleurs avec des dés. Voilà, c'est pas une, c'est pas une coïncidence. On sent l'amour du jeu de rôle aussi également derrière. Euh, Est-ce que cette improvisation-là, est-ce que ce défi justement, ce côté-là, t'a plu, cette intensité? Parce que personnellement, je trouve que ce défi crée de l'intensité. Et ce qui me plaît là-dedans beaucoup, c'est le fait de lâcher prise et de laisser couler ce qui vient. Euh, Sans structurer quelque chose, il n'y a pas le temps. Sans que ce soit abouti, il n'y a pas le temps. Mais par contre, il y a quelque chose qui naît quand même. Il y avait rien et il y a quelque chose. Ça, j'aime beaucoup en 5 minutes. Euh, et souvent, ce qui vient, c'est quelque chose de très instinctif, de très organique. Et alors, comment tu l'as vécu, toi, ce défi? Quel mot tu pourrais Ex- poser dessus? Malaise, extrêmement mal. C'était non. Moi, comment dire, ça m'a ébouriffé l'esprit. J'aime bien les défis, hein. Ça me fait marrer, j'aime bien la mise en danger, que ce soit littéraire, ludique, sportive, etc. J'aime bien parce que ça te remet en cause, ça te permet de réfléchir autrement, d'agir autrement. Voilà, tu sors de ton train-train, de tes habitudes. Ça, c'est vachement bien quand même. C'est pour ça qu'on vit en fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est pour ces moments-là où je sors du cadre habituel que voilà, je me lève le matin. Donc ça, c'est pour le côté défi en lui-même. Et après, le fait d'improviser comme ça, pour moi, c'est vraiment dur parce que c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Moi, euh, en fait, j'aime bien agglomérer différentes inspirations, choper un bout de film par-ci, un extrait de roman par-là, un personnage que j'ai vu croisé dans la vie réelle, par exemple, et puis je sais pas quoi, un truc qui m'est passé dans l'enfance, agglutiner tout ça, le maturer pendant des jours, des semaines, des mois, écrire, réécrire, et puis arriver à quelque chose d'à peu près fini. Ça, c'est mon processus habituel, on va dire. Donc là, on voit que tomber sur un sujet et écrire immédiatement quelque chose en 5 minutes dessus, c'est absolument pas mon fonctionnement habituel. Donc ça m'a mis clairement dans une difficulté. Je me suis aperçu qu'effectivement, en faisant ça, je fonctionnais davantage à l'instinct
qu'au rationnel, qu'au Oui. construit. Cependant, le texte que j'ai produit, alors pour moi, il est affligeant de banalité, mais il est construit. On remarque quand même une structure, et ça, c'est intéressant parce que ça montre que malgré ce côté instinctif et craché comme ça, pratiquement du cerveau au clavier, bah, il y a quand même une structuration qui se fait, un cheminement, une pensée logique euh, que j'ai pas ressenti en le faisant, parce que vraiment en 5 minutes, en fait, j'ai juste tapé au clavier sans trop réfléchir et ça a rempli les 5 minutes, quoi. J'ai pas eu le temps de revenir en arrière, de corriger, d'essayer de faire de remplacer des mots complètement banals par des mots un peu plus élaborés. Enfin, tout ça, fallait pas y songer, quoi. C'était juste un premier jet et advienne que pourra, quoi. C'est ça, il y a une part, à mon sens, il y a une part de mémoire parce qu'on a emmagasiné tout un tas d'informations, tout un tas de lectures, tout un tas de récits. Donc il y a quelque chose qui vient de la mémoire, qui vient structurer avec tout le côté scolaire également, enfin voilà, tout l'apprentissage. Et il y a à la fois ce flot de créativité qui vient. Et là, c'est marrant parce qu'on peut avoir des processus d'écriture totalement différents. Euh, Toi, par rapport à ton texte, tu as écrit beaucoup plus, il y a beaucoup plus de mots. Et moi, c'est venu par image. C'est-à-dire, et c'est souvent quand c'est dans l'improvisation, j'ai la scène qui vient là, et maintenant, il faut l'écrire. Ce qui est le plus difficile finalement, parce que la scène visuellement, là, c'est chouette, on voit des choses s'animer, des personnages et tout. J'avais ce balcon avec ces suzerains. Toi, tu avais choisi la désobéissance civile, et moi, ce qui m'intéressait, c'est le questionnement sur l'obéissance. Euh, Hmm. Qu'est-ce que l'obéissance? Mais ça, c'est pareil, c'est une de mes propres marottes, c'est-à-dire, j'ai encore du mal à comprendre ce phénomène de suiveur. C'est quelque chose, j'ai du mal, c'est quelque chose qui m'interroge énormément. J'ai pas de réponse. J'ai lu des ouvrages, j'ai essayé de m'interroger, des philosophes, mais j'ai pas vraiment encore de réponse qui me aboutit à mon sens et qui me révèle quelque chose là-dessus. Ça m'interroge beaucoup. Pourquoi tant de gens suivent une minorité là-haut? Pourquoi ce besoin d'avoir toujours un père symboliquement qui va dire, qui va ordonner les choses, qui va un guide soi-disant. Voilà, tout ça m'interroge beaucoup et c'est ce que j'ai voulu prendre le contre-pied du livre sur lequel était tombé la désobéissance civile et prendre le biais de l'obéissance avec un côté, oui, de pamphlet et assez cynique, somme toute. Euh, Hmm. Effectivement, ton texte était structuré, enfin, il est structuré. Et, hum, et c'est chouette parce qu'à chaque fois, le format est différent. Enfin, tu m'avais dit en off que tu avais bien aimé aussi le passage de Millie, Oui, oui, oui. où là, on est vraiment dans quelque chose de sensible qui se dévoile. Mais c'est aussi, je pense, grâce à ce côté instinctif où elle ne se cache plus, où on ne peut pas se cacher derrière forcément. Enfin, dans le biais qu'elle a pris, elle allait directement, comme si elle s'épluchait de beaucoup de choses, et hop, on y va. Je balance là quelque chose. Je trouvais ça très beau aussi, très simple et à la fois très beau, très touchant. Euh, Puis c'est un texte qui est quand même assez abouti, qui est propre, qui est d'un style assez soutenu. Moi, je suis assez bluffé par sa capacité à obtenir un produit, entre guillemets, si propre et voilà, si joli en si peu de temps, en 5 minutes. Là, il y a ce bouquin de Stephen King, Écriture. Alors nous, on en a parlé avec des amis qui écrivent également, parce que là, c'est le type même de quelque chose qui est très difficile à comprendre. C'est-à-dire qu'il explique dans ce roman où il parle de son processus d'écriture. On s'aperçoit que Stephen King, quand il raconte, on a l'impression que c'est un jardinier. C'est-à-dire le côté architecte de préparer son roman en amont avec ses bascules, ses péripéties, ses twists, ses personnages, etc., etc. Lui, on a l'impression que tout naît comme ça et il se met à l'écriture. Voilà. Alors après, ce livre a été écrit bien plus tard et peut-être que Hmm. Stephen Hmm. King, vu le nombre de romans qu'il a sortis durant sa carrière,
il y a peut-être effectivement quelque chose de l'ordre où tout est emmagasiné dans voilà, à force de répéter les choses, il peut avoir cette sensation-là. Mais moi, je suis toujours étonné de voir des personnes qui peuvent écrire un roman en total jardinier. Ça me paraît même, Hmm. waouh, mais Hmm. comment c'est possible en fait? Il y en a quelques-uns, en effet. Moi, je me méfie beaucoup alors, ce livre, je ne l'ai pas lu, mais des interviews d'auteurs, etc., je m'en méfie pas mal parce que, surtout quand ce sont des auteurs qui ont déjà pas mal de publications à leur actif, parce qu'on a tendance à réécrire les choses, hein, à se souvenir plus ou moins de ce qu'on a vécu, et les souvenirs, ils se réécrivent en permanence. Il n'y a pas d'objectivité, de fait, de réalité. C'est vraiment subjectif tout ça. Et on peut se dire, ouais, c'est venu un petit peu comme ça, mais non, ça vient jamais comme ça. Enfin, il y a toujours des processus dans l'ombre, en coulisses et tout. Et, euh, et sur King, il a quand même une production qui est très variable. Il a des chefs-d'œuvre que moi j'adore parce que ce sont des exemples parfaits de la structure, des personnages, de l'enchaînement, des péripéties enfin, ce sont vraiment ouais, des chefs-d'œuvre d'écriture à tout niveau. Et puis il en a d'autres qui sont vraiment mauvais, hein, notamment de sa production récente. Voilà, il est plus inspiré tel qu'il l'était auparavant. Donc c'est difficile de dire, voilà, je procède comme ça, j'écris comme ça, surtout quand on a une carrière sur des dizaines d'années. Euh, voilà, je trouve qu'il faut toujours prendre ça avec des pincettes. Oui, puis au-delà de ça, je pense qu'une personne, j'imagine un auteur connu, et même nous, à notre échelle qui allons écrire, on va se souvenir beaucoup de l'émulsion, de l'écriture même, quand ces scènes se créent et qu'on va prendre un grand plaisir, une grande intensité, même à être touché par ce qu'on écrit, avoir des émotions. Donc forcément, ce souvenir sera beaucoup plus prégnant Hmm, que hmm, quand je réfléchissais devant ma feuille à architecturer mon roman, hmm, à marquer mes péripéties au fil, au chapitre 25, il se passera ça, parce qu'au chapitre 22, il y a ça. Bon, c'est beaucoup moins excitant hmm, à raconter également hmm, cette stimulation joyeuse qui est l'écriture et de plonger dedans et oui, de voir ces personnages en train de vivre, de se parler, de vivre des émotions et tout ça. Là, oui, là, en parler de ça, c'est génial. Mais hmm. oui, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui doivent mettre ça, voilà, parler beaucoup de ça parce que c'est ce qui est profondément stimulant aussi dans l'écriture. Ouais, et de manière pas forcément consciente, effectivement, mais moi, en tout cas, me concernant sur ma petite expérience, qui sont donc des nouvelles achevées et j'ai pas de romans achevés à proprement parler. J'en ai trois dans des cartons, mais qui sont absolument pas montrables et voilà, qu'il faut que je travaille. J'en travaille un en ce moment d'ailleurs. Et c'est beaucoup de souffrance pour juste des petits moments, des espèces d'épiphanies où, où il y a voilà, des blocs qui s'imbriquent, tu sais, ce projecteur, ce coup de lumière divine qui vient du ciel et qui éclaire une scène qui va faire une page ou deux pages. Et là, tu sais que voilà, ça c'est bon, ce que tu es en train d'écrire, tu vas le garder. Tu vas peut-être même modifier tout ce qu'il y a autour pour que ça vienne nourrir ce moment-là. Mettre en lumière ce moment-là, oui, Et, tout à fait. ouais, ça c'est jouissif, Mm. c'est des moments dont tu te souviens, mais autour de ça, il y a beaucoup, beaucoup de travail et vraiment de souffrance. Et quand on a mis de soi, qu'on a voilà, passé des mois, peut-être des années à produire ce truc et que quelqu'un vient dire ouais, les personnages tiennent pas debout, l'intrigue, elle est bancale et franchement, j'ai pas, enfin, la fin, je m'y attendais déjà à la page 10. Ben c'est super dur quoi à Ah, ça recevoir pique. Ça et pique. pour autant, quand toi tu lis un ouvrage, bah, tu as le droit de donner ton avis alors si c'est argumenté, si c'est pas juste pour descendre l'auteur ou par un biais quelconque. Mais quand tu argumentes ton avis, bien enfin, tu as le droit de le faire, c'est important de le faire aussi. Ça peut montrer à d'autres personnes, eh bien, enfin, donner envie, ou au contraire,
donner des petits drapeaux orange ou drapeaux rouges à des personnes qui te ressemblent, qui ont un peu les mêmes goûts de lecture. Et, et je pense que ça fait voilà, partie du processus avec l'éditeur, ça fait partie du processus de vie d'un livre, d'un roman, d'une nouvelle, et que c'est important, effectivement. Ouais. Est-ce que, pour finir, est-ce que tu aurais un livre à recommander à toutes les personnes qui écoutent? Oui, alors dans mes lectures assez récentes, j'ai dû le lire il y a 2 ans, 1 an ou deux, ouais, 2 ans à peu près. J'ai découvert Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018-19, un truc comme ça, avec leurs enfants après eux. Et j'ai adoré vraiment ce roman, que ce soit par la thématique qu'il traite, c'est-à-dire la France oubliée, la France des déshérités, la diagonale du vide, ces régions anciennement industrielles qui aujourd'hui bah, crèvent de manque de travail, crèvent d'ennui, crèvent d'alcool, de cigarettes, de drogue éventuellement, de télévision, de Netflix et compagnie. Euh, Sachant que j'ai grandi dans les Ardennes, donc il y a peut-être un tout petit rapport avec ça. Donc la thématique, le style, qui est à la fois percutant et qui sait s'attarder, je trouve, au moment où il faut, sur bah, les personnages, sur des décors aussi, sur l'ambiance. Il nous fait vraiment ressentir voilà, ces paysages de forêt, de brume, ces longues routes qui les traversent, les fantômes des usines. On est vraiment dans quelque chose de presque post-apocalyptique par moment. Et puis les personnages qui sont magnifiquement travaillés, qui sont vraiment tangibles, auxquels on croit sans problème et qui ont des trajectoires. Bah, ces personnages, ils sont nés vers le milieu, la fin des années 70, si je me souviens bien. Donc on est pile dans mes âges, on va dire. Et je retrouve exactement l'ambiance, l'atmosphère, les espoirs, mais aussi les désespoirs de ce que nous, on vivait étant enfants, ados et jeunes adultes à l'époque. Donc il y a- je trouve qu'il touche au sublime, au magnifique, ce roman. Hmm. Je vous mettrai le lien en description. Donc, j'avais une question vraiment qui me taraude aussi. C'est, je sais que donc tu es maître de jeu. Est-ce que tu écris tes scénarios? Alors la plupart oui, mais j'en fais jouer d'autres auteurs de scénarios. Quand j'ai eu l'occasion de les jouer, qu'on me les fasse jouer et que j'ai trouvé il y avait vraiment quelque chose dans ces scénars, je demande à l'auteur s'il est OK pour que je le joue et la plupart du temps c'est le cas. Donc j'en ai fait jouer quelques-uns, notamment de Lestat pour ceux qui le connaissent, qui est excellent en termes d'écriture. Il a vraiment quelque chose. Et voilà. Donc, ouais, à 80% des scénars que j'écris et à 20% des scénars de potes. Je pose cette question parce que quelque chose qui me semblerait vraiment génial, ludique et utile, ce serait des maîtres de jeu qui mettent en scénario des lectures que lisent des élèves et qui viennent les jouer dans les classes d'école. Hmm. C'est-à-dire que l'élève va se retrouver dans un jeu, donc ludique, et en même temps, il va se plonger dans l'histoire qu'un écrivain a écrit, et de là, peut-être, pourra en tirer un goût pour la lecture. Ce serait une façon, je trouve absolument, personnellement, absolument fabuleuse d'aborder les choses Hmm. et de permettre justement, parce que moi je me souviens, là je suis tombé sur le Horla de Maupassant, mais des fois j'en avais un peu ras-le-bol qu'à l'école on n'ait pas des contemporains, des écrivains contemporains. Hmm. À mon époque, on se tapait vraiment que les anciens. Et j'aurais adoré découvrir des auteurs contemporains. Et alors là, qu'un maître de jeu vienne
faire vivre une aventure, me plonger dedans, jouer un rôle, jouer un des personnages, je t'assure qu'après, j'achète le livre et je demande à mes parents de me le prendre et je me régale en disant, ben oui, mais regarde, moi j'ai interprété ce personnage et tout, mais c'est voilà, ce serait excellent. Qu'en penses-tu? Ouais, je pense que Toi, j'ai c'est une trouvé quelque excellente. chose pour ta retraite. C'est pas encore tout de suite, mais ça approche, c'est vrai. Non, je pense que c'est une excellente idée parce que par exemple, ma compagne est une assez piètre liseuse, on va dire, jusqu'à récemment. Elle a toujours lu très peu parce qu'elle n'a pas eu ce goût-là, parce qu'à l'école, on lui a pas forcément orienté vers les bonnes lectures intéressantes, etc. Et en fait, depuis quelque temps, elle lit de plus en plus et elle y prend goût parce que elle arrive à entrer dans les livres au travers des personnages, à s'imaginer à la place du personnage, à vivre l'aventure qu'ils vivent, à imaginer les lieux, à se les imaginer dans la tête, les conceptualiser. Et ça a changé son rapport au livre, à la lecture. Et c'est exactement ce que tu dis, en fait. Le fait d'avoir la capacité de se projeter dans l'univers, de vivre l'aventure à la place du protagoniste, de ressentir les émotions, plutôt que d'être un simple spectateur de ces lignes, de déchiffrer au fil de l'eau ces pages, ça change complètement le rapport à l'objet qu'on a en face de nous, quoi. Bah, tout à fait. Du moins qu'on vit les choses en plus. Euh, à l'école, moi, j'ai beaucoup plus de souvenirs quand on parlait du miel, par exemple, et qu'on allait voir un apiculteur, on avait tous les sens en ébullition, on goûtait le miel, etc., etc. On avait tous nos sens gardés souvenir de ce moment-là, que ce soit à travers le goût, que ce soit à travers la personne qu'on avait en face, son verbe, son physique, tout ce qui se passait en interaction, qu'être assis euh, 6 heures ou 7 heures sur une chaise et emmagasiné d'une façon très mentale finalement. Eh bien, un grand merci pour votre écoute. Mans, il y aura ses réseaux, donc sa chaîne YouTube. Allez voir, allez jeter un coup d'œil, c'est vraiment intéressant. Il y a des parties de jeux de rôle, vous allez pouvoir justement suivre les aventures qu'il mène et également écouter son avis sur nombreux livres qu'il a lus entièrement, n'est-ce pas? Exactement, parce que ce n'est pas toujours le cas. Il faut se méfier. Je vais vous dire un truc incroyable. Il faut se méfier de ce qu'on voit sur Internet. Sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. Salut, merci.